Alors, je vais me livrer au jeu des interviews croisées avec Claude Pouzadou. Claude, on se connaît depuis un petit moment maintenant. Je suis ravie effectivement de t'accueillir entre ces murs. Donc, Claude est professeure universitaire à l'Université de Paris 10 Nanterre. Elle est également co-directrice d'un certain nombre de programmes de recherche. Sa carrière l'a amenée aussi à diriger le centre Jean Bérard. Elle est intervenue sur des terrains en Italie du Sud, qui sont des terrains notamment associés à des autres, quelque part, qui sont les Italiotes, ces sociétés grecques qui étaient installées en Italie méridionale. Claude, j'avais plusieurs questions effectivement qui étaient associées à ces différents éléments. Alors nous devions initialement être trois sur place, puisque j'avais sollicité quelqu'un qui a été très important pour nous, qui a été notre directrice de recherche, Agnès Rouvray, que je salue parce que je pense qu'elle nous regarde à distance, et qui a effectivement été pionnière dans l'introduction d'un certain nombre de recherches menées sur le sol italien par des Français. Claude, je voulais d'abord revenir sur des questions plus contemporaines, parce qu'en tant que professeur universitaire, tu accompagnes la carrière de jeunes chercheuses, de jeunes chercheurs. Tu accompagnes également des développements de recherche sur le terrain, et c'était plutôt une question de prise de température et d'ambiance autour de l'approche scientifique aujourd'hui sur le terrain italien, sur le terrain français, et sur finalement l'adhésion à de nouvelles générations sur des disciplines scientifiques comme celle de l'archéologie. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a de nouveaux développements aussi sur le sujet à l'heure actuelle et de nouvelles tendances? D'abord, merci beaucoup, Rosemary. C'est un plaisir de te retrouver ici, après avoir toutes les deux fréquenté le campus de Nanterre, le site de Paestum, site de Nanterre où je suis revenue effectivement après 10 ans de direction du Centre Jean Bérard à Naples et où j'enseigne maintenant l'histoire de l'art et l'archéologie romaine. Voilà. Alors, il y a beaucoup d'étudiantes de genre féminin dans les disciplines dont je m'occupe, en histoire de l'art et archéologie. Ces étudiantes donc sont engagées dans des formations. Comment vous dire, je ne vois pas a priori de problème majeur, mais ce dont je me réjouis, c'est qu'aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir beaucoup plus de cadres, de structures, de référents qui permet d'encadrer ces formations et de formuler, mettre au jour, signaler d'éventuelles difficultés que les étudiantes auraient. Alors ça, c'est une chose. L'autre chose... je parle vraiment, là, j'improvise parce que je ne me suis pas du tout spécialement préparée. On a discuté juste à l'arrivée. On peut avoir l'impression, et c'est ce que je disais à Rosemary, qu'il y a une relative égalité. Moi, je n'ai pas le sentiment d'avoir eu à me battre, mais ça peut être le signal de quelque chose, vous le savez tous, de non formulé, non reconnu, qui est le plafond de verre. Et je pense que c'est toujours un risque que les jeunes femmes se limitent, s'auto-limitent, dans des contextes où elles ne savent pas qu'elles peuvent faire plus. Donc finalement, peut-être c'est à cela que nous les sensibilisons. Nous les sensibilisons à aller de l'avant. Du point de vue de mon rôle d'enseignante, je ne fais pas de différence évidemment entre un étudiant de genre masculin ou de genre féminin. Et nous essayons de leur donner à tous les mêmes chances et de rééquilibrer si jamais la question se pose. Alors, sur le terrain, j'entends dire qu'il peut y avoir parfois des problèmes de discrimination, mais je pense que les nouvelles générations, et c'est peut-être à cela que je veux en venir, elles sont beaucoup plus sensibilisées que nous. Moi, je suis, par rapport à ce que tu dis, peut-être déjà une troisième génération. Donc, on les sensibilise, mais ils sont déjà très sensibilisés. Et plus que jamais aujourd'hui, il faut être les yeux, les oreilles et les esprits
en alerte pour protéger et veiller à ce que nous avons acquis grâce à la génération précédente soit absolument défendu. Donc peut-être qu'on ne va rien inventer, mais on va protéger et entretenir les acquis, parce que on sait qu'on est très menacé. Voilà, alors je ne sais pas si je réponds à ta question, ça va peut-être venir, hein, j'ai peut-être besoin de m'échauffer en fait. Et puis il y aura peut-être des questions et j'ai l'esprit d'escalier, donc ça surgira. Alors, tu m'as demandé s'il y avait des nouveaux questionnements. Ouais, qui surgissaient effectivement en termes de discipline ou d'approche en fait. Hein. Ça peut être de nouveaux dépôts de sujets ou de nouveaux élargissements quelque part par rapport au champ disciplinaire que tu représentes. Moi-même, je n'ai jamais travaillé sur le genre. Mais, comme tu le disais, j'ai commencé et je me suis toujours intéressée à travailler sur l'autre. Donc, je rejoins la précédente intervenante. Ce qui m'a intéressée, c'est ceux qui n'ont pas le pouvoir, ceux qui sont dans l'ombre. Donc, et essayer de faire apparaître et de se donner les moyens de regarder et éventuellement de voir ou de ne pas voir. Mais j'adhère absolument à la déclaration que on ne trouve que ce qu'on cherche. Et du coup, j'insiste sur l'importance de poser des questions pour ne pas tout approcher sous un genre unique. Et pour donner un exemple, hein, il se trouve que, travaillant en Italie du Sud, sur une terre qui a connu ce que l'on appelle improprement la colonisation grecque, mais du coup, l'arrivée, la migration de populations qui diffusent leur culture qui elle-même est adoptée, mais on voit bien que dans ce domaine-là, et là je m'écarte de la question féminine, pour revenir sur cette question de l'autre et du contact entre cultures, parce que c'est toujours ça qui m'a intéressée, c'est les rapports de force en fait. J'essaye de voir partout que dans les rapports de force, il y a quand même deux éléments, et ça va de notre quotidien, de notre intimité jusqu'au public, aux politiques. Et c'est une question qui me travaille tout le temps. Donc, dans le domaine scientifique, hein, j'ai eu l'occasion de promouvoir la programmation d'un sujet de colloque dans un institut qui s'appelle l'Institut pour l'histoire et l'archéologie de la Grande Grèce, et d'avoir à proposer que l'on travaille, pour une fois, sur les femmes. Donc, on a mis en avant le sujet « Les femmes en Grande Grèce », qui était un peu, probablement, pousser la barre exclusivement de l'autre côté, et je ne suis pas pour remplacer une chose par une autre, mais tout simplement rééquilibrer les deux plateaux de la balance pour qu'on puisse voir et qu'on puisse se poser les questions sans avoir toujours les réponses. Si derrière un peintre, il y a aussi une peintresse, si derrière... Quels sont les métiers qui sont, par exemple, si je veux parler de l'artisanat et des savoir-faire, y a-t-il ou pas la possibilité d'entrevoir? Alors, ce n'est pas toujours facile de le faire. Si j'ouvre plus largement au domaine de l'art, de l'art visuel ou de l'art au sens large aussi, poétique, littérature, les sources nous donnent des noms de femmes, hein, que ce soit des peintres dans le monde grec hellénistique, que ce soit... là, j'ai un blanc, je sais que j'avais un autre exemple à donner, mais il m'échappe. On a quelques exemples qui sont de fait minoritaires, parce que dans les témoignages, mais ça existe. Après, les observer sur le plan archéologique, c'est pas évident. Néanmoins, c'est l'occasion, ce colloque, ce fut l'occasion de faire un bilan sur la manière de voir, la manière de regarder, quels outils nous avons à notre disposition pour identifier. Et j'ai la chance de travailler, on a été formés, comme disait Rosemary, par Agnès Rouvray, qui a publié avec sa collègue italienne Angela Pontrandolfo un corpus de peinture qui permettait non seulement de voir l'autre, c'est-à-dire le Lucanien dans la ville de Paestum, qui était une ancienne colonie grecque. Et c'était le seul moyen, en travaillant sur les images, sur l'archéologie, d'avoir un témoignage, puisqu'il n'y avait pas de texte.
je laisse de côté ça, mais ce qui est intéressant d'observer, c'est l'image de la femme à l'intérieur. Et je ne vais pas forcément en tirer des conclusions, mais on observe des répertoires réservés à la figure féminine. Alors, je vous donne un exemple, deux. L'un, c'est la femme dans son activité domestique. Donc, ces sociétés représentaient à côté du guerrier la femme en train de coordonner, disons, ou de filer ou de coordonner le travail. Et déjà, il peut y avoir deux niveaux. Mais derrière ça, c'est pas seulement qu'elle travaille avec ses mains, c'est qu'elle a aussi un rôle économique. Donc, c'est aussi la femme qui accueille le guerrier qui revient du combat. Donc, elle a un rôle dans l'oikos, c'est pour ça que je dis volontairement économique, c'est-à-dire dans l'économie du foyer. Donc, on a des indices comme ça. Et le piège, c'est la scène de la tombe avec la chasse là, qui m'y a fait penser, parce que reconnaître à travers les témoins, les vestiges archéologiques, la fonction ou non de l'individu, ça dépend du niveau et de la nature du document. Quand on a des objets, se dire que ces objets sont ou non les reflets de la fonction de l'individu, vous savez bien que l'archéologie funéraire, elle est très questionnée parce qu'on ne sait pas si ce qui est déposé, ça appartient au défunt ou si c'est un cadeau ou un hommage de l'entourage. Bon, je n'entre pas dans cette discussion, mais je prends l'exemple d'une tombe peinte. Si vous avez une tombe peinte où, pour une série de raisons qui sont peut-être discutables, on attribue cette tombe au genre féminin, mais que sur les parois, il y a des scènes de chasse, où il n'y a que des hommes d'ailleurs qui combattent, ça ne veut pas forcément dire qu'elle-même, elle chasse, mais qu'elle a accès à un langage où la chasse définit une sphère de la société qui est l'élite, et que ça la qualifie comme membre de l'élite. Voilà. Et des fois, il y a des répertoires qui ne sont pas genrés, du coup, qui sont socialement définis, mais qui ne sont pas genrés. Donc, comme moi, je n'ai pas, et je ne me suis jamais vraiment illustrée dans l'histoire du genre, j'ai un regard très ouvert en me demandant que faire de toute cette documentation. Et c'est pour ça que ça a été l'occasion, pour revenir à l'exemple que j'ai pris, de proposer le thème des femmes de la Grande Grèce, pour voir comment on arrivait à mettre en lumière d'autres données. Et ce qui m'intéresse, c'est vraiment du point de vue scientifique. C'est-à-dire, je ne vois pas pourquoi on laisserait dans l'ombre quelque chose qui existe. Et très récemment, je me suis fait prendre au piège. J'étais toujours dans ce colloque de Tarente. Je participais à un colloque qui s'appelait « Les héros de la Grande Grèce », héros au masculin. Et évidemment, on est venu me chercher en me demandant « et pourquoi pas les héroïnes ?» C'est pas moi qui avais programmé le colloque, mais je n'ai sélectionné dans mon intervention que des héros masculins. Et pourtant, j'en ai croisé des femmes, puisque j'ai travaillé beaucoup sur Médée, sur Phèdre. Voilà. Bon, c'est un petit peu... Mais non, mais complètement. Pour suivre le fil et pour être sur quelque chose de beaucoup plus récent, tu as aussi travaillé à une présentation à Sèvres qui s'appelait Femme, Femme, Femme en 2022. Et parce que justement, l'image de la femme dans la céramique italiote est quand même très, très présente, qu'elle nous pose des difficultés aussi d'interprétation, ou que parfois elle a pu simplement être interprétée comme de l'agrément. Est-ce que justement, toutes les évolutions qui ont pu avoir lieu ces dernières années, que ce soit par rapport aussi à de nouvelles analyses paléogénétiques, que ce soit par rapport à des questions effectivement de réexamen des mobiliers dans les tombes, ont pu amener à changer les regards qui avaient été des regards hérités sur ces sociétés italiotes? Alors, je crois que c'est en cours, en fait, et il ne faut pas lâcher parce qu'on parle toujours de ces sociétés au masculin. On va parler des Lucaniens. Alors, les Samnites, on ne fait pas la différence entre les hommes et les femmes, mais on ne dit pas les Lucaniens et les Lucaniennes. Bon, ça, c'est notre habitude, évidemment, d'adhérer au genre masculin dominant dans le langage, mais dans la pratique, c'était très intéressant que tu signales cette exposition parce que c'était en fait le travail d'une étudiante en doctorat qui a pris en charge une production de céramique
très standardisé, très banalisé, avec des têtes de femmes à foison, mais des centaines et des centaines de têtes de femmes, tellement standardisées qu'on ne les regarde plus. Il y a eu une synthèse faite par une Américaine, mais on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup, beaucoup de choses encore à en dire. Et là, en ce moment, donc c'est une thèse que je dirige avec Evelyne Priou, qui est la responsable du laboratoire auquel je suis rattachée à Nanterre. Et on a commencé à enquêter sur les attributs associés à ces têtes de femmes. Et par exemple, l'une d'entre elles, sur un vase phare du musée de Sèvres de la collection de Dominique Vivant-Denon, qui est actuellement exposé dans l'exposition Merveille. Et justement, la face qui est montrée, qu'Anaïs Boucher, la commissaire scientifique de l'exposition, a choisi de montrer, c'est la tête de femme sur un cratère. Alors ça pose une question très intéressante, parce que le cratère, ça évoque le banquet, un monde d'hommes, mais c'est une tête de femme qui est sur le cratère à volute. Mais surtout, le plus intéressant, c'est qu'elle a devant elle des haltères. Et là, on est en train de se demander, et on n'a pas encore la réponse, le sens de l'association entre cet attribut qui renvoie à l'activité sportive plutôt illustré dans la sphère masculine, mais qui existe aussi dans la sphère féminine, puisqu'il y a pas plus tard qu'il y a 3-4 jours, on se faisait la réflexion avec Evelyne que vous connaissez peut-être en Sicile la mosaïque de Pierre Termiana, où il y a les fameuses femmes en bikini qui tiennent des haltères. Donc à partir de ce sujet-là, c'est là où c'est formidable d'être enseignant à l'université et de pouvoir accompagner des étudiants en suivant leurs questions et en essayant de les aider à répondre à leurs questions. Il n'y a pas mieux que de suivre leurs propositions. On découvre de nouvelles pistes et on est amené à apporter de nouveaux regards. Donc oui, il y en a beaucoup. Je n'ai pas encore les résultats, mais c'est un travail en cours et c'est pour ça que la recherche est fondamentale et il est très important de soutenir la formation des jeunes pour répondre à ces questions et aux questions qu'ils se posent. Je reste encore un petit peu sur les questions effectivement de ces constructions de mythes qui ont pu parfois être importantes. Il se trouve que quand on travaille sur un territoire comme la Grande Grèce, parce qu'on ne l'a pas encore cité, mais cette zone qui a été délimitée par les Grecs comme étant une extension justement de leur culture, par opposition à des cultures locales qui étaient présentes et à des identités locales qui étaient présentes, est-ce qu'il y a pu y avoir des biais d'interprétation également sur ces sociétés, je pense aux Samnites en particulier, des biais d'interprétation qui sont liés justement au fait qu'on a voulu y plaquer les sociétés grecques? Ah oui, bien sûr. C'est vraiment un terrain d'étude et un laboratoire extrêmement formateur de ce point de vue-là. Et je pense qu'il y a un mot qui synthétise cette question, c'est le terme d'acculturation, puisqu'on peut le comprendre de différentes façons, c'est-à-dire acculturer en apportant une culture qui va dominer l'autre, mais c'est aussi la rencontre entre deux cultures. Et on voit bien qu'aujourd'hui, alors évidemment, justement, Agnès Rouvray a été pionnière dans les années 70 avec un article fameux en 1976 qui comparait la situation avec Serge Osinski au Mexique et en Italie du Sud entre les Lucaniens et les Grecs. On voit bien que c'est pas du tout seulement la diffusion d'une culture dominante sur une autre qui est illustrée par et révélée par l'étude archéologique, mais l'interaction et la manière dont ces cultures grecques elles-mêmes ont été d'abord sélectionnées parce que comme il n'y a pas qu'une préhistoire, mais des sociétés préhistoriques, la culture grecque qui s'est diffusée en Italie du Sud a été adoptée de différentes manières, sur la côte tyrrhénienne, sur la côte adriatique, au sud, plus au nord, par les situations. Donc c'est très intéressant de voir comment une société activement s'empare des séquences, des éléments qui l'intéressent dans sa culture. Et dans les années, mais déjà, dans les années 70, nos collègues italiens ont été pionniers dans ce domaine, puisque je pense que même la Grande Grèce, la discipline, ce domaine disciplinaire, cette aire géographique, elle est née précisément pour mettre à l'épreuve
ce regard sur l'effet produit par l'interaction entre cultures. Et c'est la raison pour laquelle elle se prête à des travaux de comparaison sur les situations de migration et de rencontres entre cultures à différentes époques de l'histoire du monde. Et c'est pour ça que c'est pas seulement aujourd'hui, mais ça remonte déjà aux années 80. Et c'est la génération précédente qui a été un moteur, et il faut qu'on entretienne, tout à fait. Sur ces questions, effectivement, de terrain italien un peu particulier, alors la question de fond qu'on a évoquée en fait à travers la figure d'Agnès et qui était très présente, c'est finalement cet accès aussi au terrain italien. Est-ce qu'on est en capacité aujourd'hui, et je reviens un peu plus à notre sujet qui est celui sur les femmes qui ont compté en définitive aussi sur l'analyse de ces terrains-là, est-ce qu'on est en capacité quelque part de retrouver des générations, je pense à Juliette de la Genière, je pense effectivement à l'entourage derrière, qui ont permis d'ouvrir la voie sur le terrain italien aux générations que tu représentes en fait à l'heure actuelle? Tu les as nommés, oui. Juliette de la Genière, qui a été professeure à l'université de Lille, a été une pionnière pour l'archéologie de la Grande Grèce. Et à son époque, c'était vraiment très aventureux. Et elle-même, elle a rencontré des femmes très importantes de l'archéologie, comme je pense à Paola Zancani Montuoro. Et donc, évidemment, Agnès Rouvray, en nous formant, en nous emmenant, nous a ouvert ces pistes. Et j'ai envie de nommer une autre personne qui est toujours là, qui était extraordinaire aussi pour le caractère pionnier de son parcours, c'est Madeleine Cavalier, qui est arrivée très tôt en Italie et qui a eu une activité scientifique, archéologique et de formation de très ample vue, et qui accueille des générations de chercheurs et a eu à cœur de transmettre. Donc elle a transmis par ses publications, mais elle a transmis aussi en accueillant dans son musée, le musée qu'elle a créé avec... évidemment, je ne connais que lui. En citant peut-être le nom du musée, tu retrouveras. Non. Bon, alors c'est vraiment un trou. Donc, voilà, Madeleine Cavalier, on oublie l'homme, hein, on parle que de la femme. Luigi Bernabo-Brea, voilà. Donc, bon, mais ça, c'est encore une fois, c'est des figures anciennes. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'archéologues jeunes, oui, qui sont en charge de responsabilités sur le terrain, qui sont en poste en France, qui emmènent des étudiants sur les sites. Si je prends mon expérience la plus récente de direction du centre Jean Bérard, qui m'a permis à Naples, donc qui m'a permis d'accueillir et d'aider des étudiants, j'ai eu la chance de travailler dans une équipe très féminine et d'être épaulée par une très grande archéologue, qui est Priscilla Munzi, qui est la directrice adjointe du centre, et qui justement connaît aussi ces générations d'archéologues qui construisent l'archéologie de la Grande Grèce. Alors, Juliette de la Genière, ça a été un des premiers livres que nous avons édité quand moi je suis arrivée. C'est aussi le premier livre, sa thèse, que le Centre Jean Bérard a édité. Donc, autant dire qu'il y a un très très large recul. Il faut tenir le micro un peu plus haut. Pardon, comme ça. Non, juste là, regarde. Là, pardon, désolée. Non, mais effectivement, je pense que c'est important parce qu'on en revient à un élément qu'on évoquait en introduction, qui est celui des modèles, des questions de voies de transmission aussi. Là, je prends plus un recul qui est un recul de compréhension de la transmission sur les différentes générations qui ont pu se succéder. Et toujours pareil, sur revenir en définitive à qui a pu
introduire la clé dans la serrure pour ouvrir cette porte sur des terrains qui étaient quand même très masculins. On ne l'a pas rappelé, mais initialement, les fouilles qui avaient pu être menées jusque dans les années 60, en définitive, puisque dans les années 60, étaient majoritairement portées par des figures masculines. Que cette question, effectivement, des ouvertures de terrain, à proprement parler, notamment en Italie, ont été importantes aussi pour peut-être envisager cette alternative et ces différentes cultures correspondantes. Et quelque part, au-delà de Juliette de la Jonnière, est-ce que pour l'avenir, il est prévu de mettre en exergue peut-être ces différentes figures féminines? Je pense à l'historiographie sur laquelle tu travailles beaucoup aussi à l'heure actuelle, par le biais des provenances notamment, qui vont peut-être remettre au centre de finalement de ces questions de recherche la place des femmes aussi sur, je dirais, des domaines tiers, les questions de musée, on a un petit peu parlé, les questions d'enregistrement aussi sur le terrain en particulier, les questions de formation à cet enregistrement qui ont pu être importantes. Est-ce que tu as des figures singulières comme ça qui pourraient donner lieu à des recherches pour la suite? Alors, moi-même, je ne me suis pas lancée non plus dans l'étude historiographique sur les figures féminines, mais c'est vrai qu'il y a de quoi faire, et il y en a qui le font. Nous avons souvent parlé, justement, quand j'étais à Naples avec Priscilla, d'organiser des journées sur les femmes archéologues. J'en ai donné plusieurs noms parce qu'on les croise. Mais il y a... je trouve que... on vient, nous, juste après une génération de femmes qui se sont battues, imposées et qui ont peut-être quand même réussi à rééquilibrer le panorama. Et à notre génération, de ne pas prendre cela pour acquis, mais au contraire, hein, de poursuivre le combat, et comme je le disais pour commencer, en sensibilisant les jeunes autour de nous à ne pas se limiter et à oser embrasser tous les domaines possibles, et ça veut dire les soutenir dans la poursuite de leurs travaux, dans l'obtention de moyens pour financer leurs recherches, et les écouter quand elles ont des problèmes, parce que ça reste, et heureusement que maintenant, dans les institutions où l'on travaille, il y a des référents pour je pense par exemple pour les questions de harcèlement. C'est très présent, mine de rien. C'est quelque chose d'extrêmement présent, et des collègues qui sont à des positions élevées dans la hiérarchie des universités, et surtout qui ont une vision d'ensemble, nous disent à quel point le nombre de situations de harcèlement est présent, ce qui est tout à fait affolant, parce que moi, je n'ai pas l'impression d'avoir jamais vécu ce genre de choses, et là, pourtant, on a l'impression qu'on est entouré. Donc, ça continue, et une des choses qu'on peut faire, c'est d'aider les jeunes à prendre la parole sans qu'elles pensent, parce que là, en l'occurrence, ce sont des jeunes femmes, sans qu'elles pensent que ça peut nuire à leur carrière. Alors, je suis désolée, je dévie un petit peu, mais très récemment, ce sont des choses dont j'ai entendu parler et que je préfère ne pas garder pour moi. Oui. Alors c'est vrai qu'on vit dans un monde où on a plus de transparence, donc je pense que c'est ce qui permet d'apporter une forme de libération de la parole, pas toujours très simple, hein, parce que l'avantage c'est de travailler aussi sur des instances. Je pense à ça parce que hier soir on a eu un nouveau plan de dévoilement des luttes contre les comportements discriminatoires et notamment sexistes, qui existent effectivement encore dans nos circuits par le ministère de la Culture. C'est effectivement un des enjeux de fond pour la suite, ça va être de pouvoir préserver effectivement l'écosystème dans lequel on est arrivé. Je pense que, comme tu le disais si bien, la question des acquis est toujours à se poser. Il n'y a pas d'acquis en définitive, et c'est effectivement cette lutte perpétuelle qui est importante. J'aimerais terminer par quelque chose de plus personnel, qui est effectivement une question que là j'adresse aussi à la femme, c'est est-ce que tu as pu éprouver des empêchements, ou est-ce que tu as entendu parler d'empêchements particuliers justement sur des accomplissements de carrière de ce type? Alors personnellement, j'ai pas l'impression, mais c'est peut-être que je suis moi-même victime du plafond de verre. J'ai l'impression d'avoir mené une carrière assez classique, une formation classique. Je suis passée par les voies de l'école républicaine, et voilà, j'ai avancé. J'ai passé des concours, donc les concours, c'est anonyme. Donc c'est pour ça aussi que c'est important d'en avoir. Et donc, j'ai un petit peu de mal de regarder moi-même
ma route parce que peut-être que je la vois mal, hein. Alors, des empêchements, oui, je pense qu'il y en a, il y en a tout le temps. C'est un petit, il y a des rapports de force. Alors, il y a des rapports de force de tout type, hein, de toute façon, dans nos sociétés. Ça commence au sein de la cellule familiale et puis après, ça va évidemment dans le domaine professionnel et public. On sait bien que ces rapports de force, ils ne se jouent pas simplement en question de genre, hein, mais en question de génération. Ils prennent des formes, ils se traduisent de différentes manières. Donc, moi, c'est une attention et une alerte à l'égard de ces rapports de force et une sensibilisation à la non-acceptation des positions de domination qui, à mon avis, maintenant dépasse largement la question des genres. Mais le genre est une possibilité très, très claire et qui passe d'abord par le vocabulaire, par la non-reconnaissance des situations spécifiques aux hommes et aux femmes et au sein de la cellule familiale et ensuite l'impact que ça peut avoir sur la scène professionnelle. Donc je crois qu'il est toujours important de développer une réflexion et ne jamais laisser passer la moindre bavure ou le moindre lapsus dans ce domaine. Mais je crois que là, pour l'instant, nous sommes invités à construire et à consolider les cadres dans notre pays. On va voir si il se passe des choses qui menacent, mais il faut être très, très, très attentif, hein, à la préservation de ces protections. Oui, effectivement, eu égard aux situations contemporaines, on est tout à fait d'accord. Ça reste un point de vigilance. Des questions peut-être de la salle, hein, avant que l'on cède la parole à un autre terrain. Je crois qu'il y a une question juste ici. Non, mais non, vaut mieux que tu gardes le... Bah, tiens. Ah oui. Sinon, voilà. C'est mon micro. Oui, bonjour. Moi, la question que je me posais, c'est, vous avez donc engagé un colloque sur les femmes dans la Grande Grèce, etc. Est-ce que vous pensez qu'un de vos collègues masculins ferait ça ? Quand je l'ai proposé, dans le jour, je me souviens très bien que le jour où j'ai eu la... C'est quand même comique ce que je vais vous dire, c'est que j'avais l'idée, mais je n'osais pas la proposer. Et celui qui m'a appuyé, c'est un homme, oui. Voilà. Tant mieux. Cela dit, ça montre à quel point on ne se sent jamais tout à fait légitime. Oui, mais ça, c'est personnel. En tant que femme non, et chercheur. Je ne veux pas faire non plus d'un cas général les problèmes d'insécurité personnelle. Ça. Mais oui, ça peut être renforcé, tout à fait. Une autre question ? Oui. Evelyne. Merci. Oui, moi j'aimerais savoir quelle est la proportion de filles parmi vos étudiants et étudiantes. Parce que je crains qu'il y ait une féminisation des professions dites non scientifiques en opposant l'archéologie, l'histoire, la philosophie, etc., par rapport aux disciplines telles que les mathématiques, la physique et la chimie, où les femmes sont devenues beaucoup plus minoritaires qu'elles ne l'ont été. Alors, effectivement, il y a une majorité de femmes. Faut-il craindre la féminisation ? Je ne sais pas. Par contre, non, ce qu'on peut craindre, c'est ce que vous dites, c'est la perte, l'absence de femmes dans d'autres secteurs. Et voilà, évidemment, la non-progression de carrière. Mais je n'ai pas de regard sur les sciences. Je ne connais pas suffisamment pour me prononcer, donc je serais plutôt inquiète par ce que vous dites, mais sans m'inquiéter de la féminisation, par contre. Oui, justement, sur ce questionnement, ça me faisait penser, parce que, évidemment, je n'ai pas beaucoup abordé ces questions-là en préhistoire, mais c'est vrai que pendant très longtemps, à l'intérieur de la préhistoire, il y avait des spécialités où c'était que des garçons. Et des spécialités où c'était les filles. Je prends un exemple. Pendant très longtemps, pour les datations, c'était les garçons. Pour l'archéologie, pour l'étude des animaux, c'était des filles.
la paléno, c'était donc l'épaulette, c'était des filles. Donc c'était intéressant de voir, maintenant ça a changé un peu, hein, mais intéressant de voir qu'en fin de compte, même à l'intérieur d'une grande discipline, il y avait comme une orientation. Voilà, les petites plantes, les petits animaux, tout ça, c'est féminin. Et les outils, l'outillage. Donc, je voulais juste préciser ça, c'est intéressant. Et pour nous, en préhistoire, je crois que je ne l'ai pas dit, vraiment, en tant que professionnels et tout, c'est la fin des années 50, hein, 1900. Hein. Donc, voilà, c'est très clair. Un très grand merci à Claude pour s'être livré à cette interview sous les feux de la rampe. Donc, je laisse ma place à notre complice, notre troisième complice qui est arrivé en cours de route, Hélène Bouillon,